Bonjour, chers clients, partenaires et mon team. Nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire EM Industrie de la société Siemens sur le thème S7 1200. Afin de garantir un déroulement optimal du webinaire, nous vous demandons de prendre en compte les informations suivantes. Je m'appelle Bert Trebe, je suis responsable pour EM Industrie et ça c'est une division dans le grand bateau EM Suisse. S'il vous plaît, l'information suivante. À l'issue du webinaire, vous recevez un mail avec la présentation à la fin vers l'assortiment. Si vous avez des questions, veuillez l'envoyer par écrit via le chat direct sur ce chat. Il sera répondu aux questions à la fin de la présentation. Nous vous remercions de votre participation et espérons que ce webinaire sera instructif. Nous accueillons maintenant l'orateur de Siemens, Michel Avondé. Michel, s'il vous plaît, qui sera heureux de se présenter brièvement. Merci. Michel, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Michel Avondé, je travaille pour Siemens Digital Industries et je suis conseiller technique pour les produits Logo, mais les contrôleurs S7200 et S7500 également. Je commence maintenant cette présentation. Quel est mon but pour ce séminaire ? J'aimerais qu'à l'issue de ces 40 minutes, vous ayez eu un aperçu du design du S7200, de sa construction, des données techniques des modules et des PLC, des interfaces et des possibilités de communication de l'appareil S7200. Vous aurez eu également une première approche de l'outil de programmation, le step set basique, et puis vous connaîtrez les starter kits proposés par Electromatériel. Il faut savoir cependant que le webinaire ne dure que 40 minutes et il n'offre qu'un aperçu restreint de l'étendue des possibilités du S7200. Effectivement, ces possibilités sont vraiment vastes. On aura seulement un premier aperçu de ce que peut faire la gamme. Et puis, pour ceux qui seront intéressés à aller plus loin et qui voudront suivre une formation, je les encourage vivement à se rendre sur notre site C-Train. Là-dessus, ils pourront voir toute la panoplie disponible de cours que nous offrons, et particulièrement dans le domaine du S7200. Commençons sans tarder par le premier thème, le Basic Controller. Le Basic Controller. Peut-être avant de l'aborder, ce serait bien de revenir sur un autre contrôleur que vous connaissez certainement tous. J'ai nommé le Logo, petit mais costaud. Tous ceux qui ont poussé le Logo à ses limites, qui ont utilisé les 400 blocs de programme dont il dispose, qui ont utilisé toutes les entrées-sorties dont il dispose également, et qui veulent aller plus loin dans l'exploration des possibilités de programmation, d'automation, doivent absolument jeter un œil sur le S7200. Le S7200, on peut dire que c'est l'étape suivante, que c'est la marche suivante après le Logo, mais c'est une marche importante parce qu'il a vraiment beaucoup plus de possibilités que le Logo. Mais à quoi est-ce qu'il ressemble, ce S7200 ? On va le laisser se présenter lui-même avec un petit film.
Voilà une petite introduction qui présente bien tous les aspects de cet appareil. Il les présente très succinctement, je crois que ça vaut la peine de les regarder en détail un peu mieux. Avec l'automate S7200, nous avons le choix intelligent pour une solution d'automatisation compacte. Compacte parce qu'il a déjà des entrées-sorties intégrées, des possibilités de fonctions technologiques, des possibilités de communication aussi. Et puis on va le retrouver dans des applications pour des tâches qui demandent une plage de performance faible à moyenne. Et les appareils existent en version standard, bien sûr, mais également en version safety, file safe. Le positionnement de notre S7200 est représenté sur ce graphique. Ici, on voit qu'il est en bas d'échelle, en bas à gauche. Alors, il se situe dans la plage d'application, donc avec des performances faibles à moyennes, mais on voit aussi qu'il empiète déjà sur le terrain des PLC de son grand frère, le PLC Advanced, les contrôleurs Advanced. Chez nous, on parle des S7500, déclinés sous différents formats. Donc il empiète déjà sur leur terrain parce qu'il a en fait à peu près toutes les possibilités, toutes les fonctions qu'on va retrouver sur les PLC Advanced, mais bien sûr avec certaines restrictions, donc des performances moindres, c'est-à-dire qu'il est moins rapide, et puis des quantités plus faibles aussi, en particulier pour la mémoire, sa taille mémoire est plus petite, il peut traiter moins d'entrées-sorties, mais sur le fond, il a toutes les possibilités qu'on va trouver dans les grands. Voyons un petit peu son design et sa conception. Ici, nous avons une représentation d'une CPU 1217 avec en haut les entrées digitales qu'on va venir connecter sur des borniers, les entrées analogiques également, le concept de carte modulaire qui vient se clipser sur le sommet de l'automate, extension de mémoire optionnelle. Il intègre déjà des compteurs rapides et des sorties de modulation à largeur d'impulsion. Des couvercles amovibles pour accéder au bornier. Sortie digitale intégrée également, que ce soit transistor ou relais. Et puis bien sûr une interface native, l'interface Profinet. Ici une autre vue, on voit en plus en haut à gauche l'alimentation 24 volts du module. Alors 24 volts ou sur une autre variante 230 volts AC. Sur la partie de droite, on voit ces connecteurs amovibles, l'emplacement pour la carte mémoire également, et puis la signalisation par LED pour l'état des sorties, des entrées, mais également l'état de l'automate, est-ce qu'il est en run, est-ce qu'il est en défaut, ainsi de suite. Une petite explication, une marche à suivre, comment est-ce qu'on assemble ou démonte une composition S7200. Je pense cependant que ce sera plus parlant si je vous montre directement sous la caméra. Voilà. On voit ici donc une CPU 1212C avec sur la partie inférieure, comme indiqué, l'interface Profinet, le bornier de connexion des sorties. On voit mieux le bornier lorsqu'on remet la CPU à plat, on ouvre le couvercle. Le bornier apparaît ici, je peux le déclipser à l'aide d'un tournevis, je bascule contre le bas et mon bornier se déclipse. Je peux ensuite le sortir. Très pratique si je dois changer une CPU et que je n'ai pas envie de décabler complètement ma CPU, je retire simplement les borniers. Partie supérieure, même chose, un cache qui donne accès au bornier. Ici, l'emplacement pour la carte mémoire. Et puis, alors cette carte mémoire, je peux la retirer. Voilà. Mémoire optionnelle, nous la verrons plus loin. Et l'accès à la carte de signaux, au signal board qui est là. Pour ceci, je dois retirer les couvercles. Je peux ensuite retirer le cache à l'aide d'un tournevis toujours pour libérer l'emplacement de la carte de signaux. Et puis, je peux venir clipser une de ces cartes directement sur cet emplacement. Voilà ma CPU étendue avec quelques points d'entrée ou sortie. La fixation de la CPU, maintenant ça se passe dessous bien sûr. Donc on voit qu'elle est prévue pour un montage sur Ride-in avec deux coulisseaux ici. Je retire celui du bas.
ce qui me permet d'installer la CPU sur le RAID-in, et puis je peux refermer la languette. Je ne le fais pas, je vais vous montrer autre chose. On voit qu'il y a deux languettes, en bas, en haut. Si je veux monter mon automate autrement que sur un RAID-in, je peux le faire sur une plaque, simplement par des vis dans ces deux emplacements. L'extension de l'automate maintenant. On va pouvoir rajouter des modules de signaux sur la droite en les connectant au bus interne de la CPU. Pour ceci, j'enlève le cache du bus. Voilà le connecteur de bus. La CPU étant fixée sur son rail, je prends maintenant un module de signaux entrée ou sortie, et puis je vais venir l'installer sur le rail, plaquer contre la CPU, et ensuite faire glisser le connecteur de bus pour le mettre dans la CPU. Donc on le fait glisser avec un tournevis, en appuyant dessus et en poussant en direction de la CPU, et le connecteur ressort ainsi et vient s'installer dans la CPU. Je peux étendre ma CPU avec des cartes de communication également, même chose, de l'autre côté, le cache de bus, une carte de communication. Alors son connecteur ne peut pas rentrer, il est toujours sorti. Je dois donc installer ma carte sur le RAID-in et pousser en direction de la CPU. Si je n'ai pas de RAID-in, j'ai deux guides ici qui vont venir se planter dans la CPU qui font qu'on sera toujours aligné avec le connecteur. Et simplement, je viens le clipser ainsi. Voilà pour le montage de la CPU. Je reviens maintenant à la présentation. Parlons maintenant des modules. Avec, bien sûr, pour commencer, les automates, les CPU elles-mêmes. Alors on voit qu'on a 5 modèles de CPU. Les 4 premiers modèles sont déclinés en 3 variantes, donc alimentation en DC ou alimentation en 230 volts AC. Et puis, autre variante, sortie transistor DC ou sortie relais. On voit que 3 des CPU sont marquées en jaune. En fait, ça signifie qu'elles existent au format standard, mais également au format FileSafe. Et puis, on a une dernière CPU un petit peu particulière, la 1217, qui offre des entrées-sorties différentielles. Alors, vous remarquerez peut-être qu'il y a une différence de taille, bien sûr, entre les automates. Cette différence s'explique par le fait que ce sont des CPU compacts qui intègrent déjà un certain nombre d'entrées-sorties. Et puis, les petites CPU ont peu de points d'entrée-sortie, les grandes en ont plus, donc on a besoin de connecteurs plus grands, donc plus de place et une CPU plus grande. On voit également que les CPU ont une interface un port en général. À partir de la 1215, on a 2 ports. Donc là aussi, besoin de plus de place. Sinon, comme différence entre les modèles, on va voir la mémoire de chargement et la mémoire de travail, bien sûr. Le nombre de memento internes. Concernant la mémoire de chargement de travail, vous remarquerez que des mêmes modèles de CPU déclinés en version safety ont plus de mémoire que leur équivalent standard. Ça s'explique par le fait qu'on va devoir faire tourner le programme normal, le programme standard, plus le programme safety, d'où le besoin de plus de place. Pour le reste, toutes les CPU ont les mêmes performances, c'est-à-dire le temps de traitement des instructions et puis le nombre de ressources de communication, par exemple. C'est des CPU compacts. Donc une des particularités, c'est qu'on a pu intégrer des compteurs rapides et des sorties à impulsion directement sur les CPU. Donc on a 6 compteurs et 4 sorties. Pour cela, on a besoin d'électronique spéciale. Et puis ça, toutes les entrées des petites CPU n'ont pas cette électronique. Elles ont à disposition 6 compteurs, mais pas les entrées qui vont avec. Donc pour ces CPU, on va devoir étendre la configuration avec des cartes de signaux, les signal boards, qui, elles, ont des entrées rapides pour nous permettre d'utiliser les 6 compteurs rapides, par exemple. Voilà, on sera très vite arrivé aux limites du nombre d'entrées et sorties de notre automate. On aura besoin d'extensions. On le fait avec des modules de signaux SM ou des cartes de signaux Signal Board SB qui se clipsent sur le sommet de la CPU.
Donc sur la vue, ici, on voit à gauche les entrées, à droite les sorties, au milieu les modules mixtes. Et puis on peut mentionner qu'en fonction du nombre d'entrées ou du nombre de points des modules SM, on aura besoin soit de 45 mm, soit de 70 mm. Les entrées sont en 24 volts, certains modules proposent des entrées de 130 volts, et puis les sorties, c'est transistor ou relais, selon le type choisi. On remarque sur les cartes de signaux SB, en bas, qu'en général, on a des entrées et sorties rapides, et puis, chose intéressante, on travaille en 24 volts, mais on a également un équivalent en 5 volts pour des sorties de pilotage d'axe, par exemple, ou bien la lecture d'encodeur. On verra ces options plus loin. Bien sûr, des entrées analogiques également. Alors là également, un certain nombre de choix, 4 ou 8 entrées, que ce soit pour des mesures de tension, de courant, de température. On a également des signal boards avec des entrées analogiques pour ajouter juste un point, juste une mesure, par exemple sur une composition avec une CPU, plutôt que d'acheter une carte avec 4 points. Et il faut savoir encore qu'on n'a pas besoin de manipuler des micro-switches sur la carte pour sélectionner le type de thermocouple, par exemple. Ça se fait dans le programme utilisateur directement. Quelque chose à savoir lorsque vous choisissez votre CPU. Alors, tous les modèles permettent une extension avec des cartes de signaux sur la gauche, des cartes de communication sur la gauche, avec 3 modules de communication, plus une carte de signaux SB clipsée sur la CPU. Tous les modèles permettent cette extension, mais par contre, la CPU 1211, la plus petite, ne peut pas être étendue sur la droite avec des modules de signaux. Pour cela, on utilisera la 1212 au minimum, avec 2 modules, et puis à partir de la 1214, on va pouvoir installer jusqu'à 8 modules de signaux. Quelques mots sur la carte mémoire maintenant. Qu'est-ce qu'on peut enregistrer sur cette carte mémoire? Donc il faut savoir que c'est une carte de chargement qui se substitue à la carte de chargement interne de l'automate. On va pouvoir y stocker les données, le programme bien sûr, donc des données système, des recettes, des fichiers de log. Vous pouvez échantillonner des valeurs de process et les mémoriser dans des fichiers. Et puis le projet complet, si vous voulez, des pages web utilisateurs également, ainsi de suite. Alors cette carte est optionnelle. La CPU dispose de sa propre mémoire de chargement, mais si vous souhaitez l'utiliser, cette carte, il faut savoir que vous avez besoin d'une carte SIMATIC industrielle et qu'une carte du commerce n'est pas compatible. On propose ces cartes en différents formats, 4 mégas jusqu'à 32 gigas. Alors vous me direz, mais pourquoi employer une carte mémoire si elle n'est pas indispensable? Alors elle a 2 fonctions possibles, cette carte mémoire. Donc se substituer à la mémoire de chargement de l'automate. L'idée ici est que vous avez peut-être beaucoup de données à stocker sur la carte, beaucoup de fichiers, beaucoup de pages web et autres, et la mémoire interne de l'automate ne suffit plus. Dans ce cas, vous allez utiliser une carte, mais si vous l'utilisez comme carte de programme, lorsque vous retirez la carte de l'automate, le programme ne tourne plus, évidemment. Alors, un des avantages, par contre, c'est que si une CPU tombe en panne, vous pouvez enlever la carte, retirer la CPU, mettre une nouvelle CPU, mettre la carte dans la CPU et redémarrer sans problème. L'autre possibilité avec cette carte, c'est d'utiliser comme carte de transfert. Imaginons que vous ayez des machines de série, une 50aine de machines, et plutôt que de charger chaque automate à l'aide du PC, vous chargez le programme sur la carte de transfert, plantez la carte dans l'automate de la première machine, mettez la tension, la carte est copiée dans la mémoire interne de l'automate, vous coupez la tension, retirez la carte, et au prochain démarrage de l'automate démarrera sur le programme qu'il a repris de la carte. Puis vous faites la même chose avec les autres machines. Voilà, carte de transfert donc. Comment est-ce que notre système va pouvoir communiquer avec le monde extérieur? Alors on a vu déjà que l'automate dispose d'une interface Ethernet intégrée, et avec cette interface, vous allez en principe charger votre automate. L'automate pourra communiquer avec jusqu'à 3 panels. Il peut communiquer avec d'autres automates également, mais c'est une interface Ethernet, mais en plus Profinet. Le protocole Profinet est supporté, donc vous allez pouvoir, sur un bus de terrain Profinet, étendre votre configuration avec des blocs d'entrée-sortie déportés, par exemple.
Et puis, si vous souhaitez utiliser un autre bus de terrain, ben, vous avez le choix en rajoutant des cartes de communication, comme le bus Profibus, bus ASI, CanOpen ou IO-Link Master. On a à disposition également un module qui permet de se connecter au réseau de téléphonie mobile, GPRS LTE. Et puis, si vous voulez partir dans la communication série, on a des cartes aussi, RS 232, 485, ainsi de suite. Et il faut savoir que les protocoles de communication, que ce soit Modbus TCP, Modbus RTU, protocole USS également, tous ces protocoles sont à disposition dans l'outil de programmation et vous pouvez les charger sans autre dans l'automate, sans licence supplémentaire. Vous l'avez peut-être compris, l'automate dispose d'un serveur web intégré. Ce serveur web, on s'y connecte très simplement par l'interface native du PLC, à l'aide d'un PC muni d'un navigateur. Et on va pouvoir accéder aux pages internes de l'automate qui vont donner des informations sur le statut de l'automate et permettre de manipuler les fichiers log, par exemple. Vous pouvez également créer vos propres pages utilisateurs pour afficher, par exemple, des données process. Autre carte de communication, on en a parlé tout à l'heure, le processeur de communication CP 1243-7 qui permet une connexion au réseau de téléphonie mobile et qui permet de faire de la télémaintenance. Vous pouvez appeler votre automate, celui-ci acceptera ou non la connexion suivant les droits que vous avez, et puis vous connectez au serveur web, faire du téléchargement, ainsi de suite. Et puis l'automate peut également envoyer des SMS d'alarme, et vous pouvez envoyer des commandes par SMS aussi. Deux accessoires présentés ici, toujours pour la communication, le switch compact, 4 ports. Alors l'automate a une interface avec en général un port, voire deux. Vous voudrez peut-être étendre votre configuration avec une connexion en étoile d'autres appareils. Pour cela, vous avez besoin de plus de ports. Et puis là, c'est ici qu'entre en jeu ce switch au format du S7200 qui dispose, lui, de 4 ports. Autre accessoire, l'alimentation stabilisée 230 volts qui fournit du 24 volts 2 ampères et demi, toujours au format S7200 pour alimenter un panel, bloc d'entrée-sortie et ainsi de suite. On a évoqué les fonctions technologiques. Le S7200 intègre un certain nombre de fonctions. Ces fonctions technologiques sont mises à disposition elles sont activées à l'aide de blocs de fonctions système intégrés à l'outil de programmation. Des blocs de fonctions, comme par exemple le bloc pour la gestion des compteurs rapides. Alors les compteurs rapides, c'est intéressant lorsque vous voulez saisir des signaux à une fréquence plus élevée que le temps de cycle de l'automate. Le bloc de contrôle de compteur rapide va vous permettre de déterminer quel type de comptage vous faites. Est-ce que c'est simplement un comptage? Est-ce que c'est une mesure de fréquence? Est-ce que vous mesurez la durée d'une pulse, par exemple? Et puis, il permet également de faire la lecture d'un codeur quand on travaille avec des instructions pour le domaine du motion. Autre type de fonctions, c'est les PID intégrés. On en a 3 modèles. PID compact, PID 3 steps pour piloter une vanne, par exemple, motorisée, puis PID température. Ici, en plus du bloc de fonctions, on a ce qu'on appelle un objet technologique. Donc, dans l'interface de programmation, vous aurez une interface conviviale pour paramétrer votre bloc et également pour le tester. Comme on le voit à l'écran ici, par exemple, lancer un son indiciel et regardez comment se comporte le PID, lancer un autotune et puis manipuler les paramètres de ce PID. Et puis, je nomme également les objets technologiques, enfin les fonctions technologiques pour tout ce qui est de la commande de mouvement. L'automate est capable de piloter des moteurs en lançant des ordres de déplacement absolus, relatifs, des ordres de déplacement en vitesse. Là également, des objets technologiques pour faciliter le paramétrage et puis faire les premiers tests de déplacement des moteurs. Et puis l'automate calcule l'entier des déplacements, envoie les informations à la commande. Il va le faire par le bus, Profinet par exemple, par une sortie analogique, mais également il peut le faire par une sortie rapide d'impulsion en envoyant un train de pulse avec les sorties PTO. Alors, on peut le faire sur les automates avec des sorties DC. Si on a des automates avec sortie relais, on utilisera une carte de signaux supplémentaire qui vient se clipser sur l'automate qui, elle, a des sorties rapides.
Voilà, on a vu quelques fonctions intéressantes. On aimerait les exploiter au mieux. Pour cela, on a besoin d'un outil performant de programmation. C'est le StepSet basique ici. Alors, c'est un outil qui permet de réaliser des commandes déjà complexes, mais également qui permet d'arriver très vite à un programme simple, à un résultat rapide. Et là, on va, pour l'illustrer, parler d'un petit projet. L'idée est la suivante, on aimerait automatiser un parking. Alors, la condition, eh bien, c'est un petit parking qui n'a que 5 places. On va détecter les entrées qui entrent, les voitures qui entrent, détecter les voitures qui sortent. Et puis, quand on arrive à 5 voitures dans le parking, on aimerait allumer une lampe qui signale que le parking est plein. Mais avant tout, on va baisser une barrière. Donc, baisser la barrière et puis 10 secondes après, allumer cette lampe. Voilà, dans l'ordre des choses. Et puis on a eu une demande du concierge qui aimerait pouvoir balayer de temps en temps le parking. Il aimerait avec un interrupteur pouvoir mettre le parking en mode service. Puis dans ce mode, on va fermer la barrière et allumer une autre lampe qui va clignoter, elle, à 0,5 Hz pour signifier que le parking n'est pas en service. Comment est-ce que ça se présente sur notre outil de programmation ? Voilà, alors j'ai ici une vue de l'outil déjà ouvert, bien sûr, avec un projet déjà créé. C'est la page qui présente la configuration matérielle sur laquelle on a déjà installé un automate. Les appareils que l'on peut installer se trouvent sur le catalogue matériel ici à droite. Et puis si je veux ajouter une entrée, par exemple, je viens sélectionner mes entrées. Je choisis le bon modèle. Le modèle va être repéré par son numéro qu'on appelle chez nous MLFB. C'est le numéro de commande qui identifie de façon univoque l'appareil. On choisira le bon modèle et par un drag and drop, glisser-déposer, je viens l'installer dans la configuration. Une fois qu'il y est installé, si je le sélectionne, je vois apparaître en bas de l'outil les caractéristiques de mon appareil. Et ce que je vois ici, en particulier, c'est les adresses d'entrée. C'est un module 16 entrées, donc les adresses, les bytes qui ont été attribués par le système pour nos entrées. Le système le fait automatiquement, on peut les changer à volonté. Lorsqu'il y a des conflits, le système nous dit que l'adresse est déjà utilisée, puis nous propose la suivante. Donc les entrées ou sorties repérées par des adresses, c'est bien, mais pour la programmation, on préfère en général utiliser des noms plus parlants, des mnémoniques, et on va donner la correspondance dans la table des variables de l'automate, que l'on trouve à gauche. Voilà ma table des variables, j'agrandis un peu. Donc je vais lui dire, j'ai une entrée qui s'appelle capteur d'entrée, je vais lui attribuer l'adresse i0.0, capteur de sortie i0.1, ainsi de suite. Également l'interrupteur en maintenance, i0.2. Puis je fais la même chose pour les sorties avec les variables Q, Q0.0 pour la lampe de signalisation du parking complet, 0.1 pour dire qu'il est en mode maintenance, et puis 0.2 pour la commande de fermeture de la barrière. J'ai à disposition des mementos internes également que je peux utiliser librement. Ici j'ai pris le 100.0, c'est un flag qui va me dire dans le programme que le parking est complet. Et puis j'ai des mementos système aussi. Mementos système comme par exemple des clignotants. Là j'ai pris le bit qui clignote à 0,5 Hz, c'est le M0.7 que je retrouverai dans le programme. Voilà. À partir de là je vais pouvoir commencer à programmer. Alors la programmation se fait dans un OB cyclique, dans un bloc de programme cyclique que je vais trouver dans la liste des programmes. Donc l'automate lit les entrées, effectue le code de l'OB cyclique, active les sorties, et recommence. Je peux rajouter plusieurs OB qui seront faits les uns à la suite des autres. Et puis dans ces blocs de programme, je peux aussi appeler des blocs de fonctions. Ce que je vais faire ici, c'est la chose la plus simple, simplement utiliser le bloc de programme cyclique qui est proposé, l'OB1, pour composer mon programme. Voilà à quoi ressemble mon programme, écrit en schéma contact. Pour l'écrire, j'ai fait appel aux instructions qui sont à disposition dans la bibliothèque ici, tout simplement en sélectionnant une instruction, comme par exemple un contact à l'ouverture, et en l'insérant par drag and drop, glisser-déposer dans mon programme. Il y a peut-être des instructions qu'on utilise plus fréquemment. Ces instructions-là, je peux les tirer et les déposer
sur le sommet de mon éditeur ici. Puis après, je peux les prendre depuis là sans devoir aller les chercher ici. Donc là également, une bobine glisser-déposer sur mon programme. Maintenant, vous voyez qu'on a déjà des blocs de fonctions là-dedans, comme un compteur des compteurs, et un timer. On les trouve également dans la bibliothèque. On peut venir les chercher là, mais si on connaît déjà le nom, comme ici, le T-on, retard à la montée, eh bien, on peut simplement venir chercher une boîte vide qui se trouve ici, l'insérer dans le programme, et puis indiquer au système en tapant les premières lettres qu'on aimerait, le TO, lui va nous proposer les 3 options qu'il a trouvées. On sélectionne le T-on et on l'installe dans notre programme. Voilà. L'explication du programme maintenant. On a notre compteur des compteurs qui est là avec une valeur de présélection de 5. Lorsque 5 voitures ont été comptées, la sortie va être activée. Les voitures entrant sont comptées ici, pour autant qu'on ne soit pas en mode maintenance. Les voitures qui quittent le parking sont décomptées ici. Lorsqu'on arrive à nos 5 voitures, on active ce flag. Ce flag est repris dans le segment plus bas et puis va commander la fermeture de la barrière. Parallèlement, tant qu'on n'est pas en mode maintenance, il va activer le timer, T-on. Le timer va commencer à compter ses 10 secondes. Après 10 secondes, il allumera la lampe parking complet. Et parallèlement à ceci, le concierge peut venir activer le mode maintenance, qui va nous forcer la barrière fermée, et puis qui va également fermer la ligne ici avec le clignotant 0,5 Hz pour faire clignoter la lampe parking en maintenance. Voilà, nous passons maintenant en mode en ligne. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la programmation et ce qu'on voit dans l'automate lorsqu'il fonctionne. Alors j'ai ici mon programme. Je suis en ligne avec l'automate. Quand une entrée est activée, par exemple, elle va passer en vert, on va le voir ici. Mon compteur avec sa valeur de présélection 5, si je fais entrer une voiture, la ligne est activée, le compteur s'incrémente de 1. Deuxième voiture, il s'incrémente de 2, ainsi de suite. Une voiture sort, on diminue de 1. Et voilà. Les voitures continuent à entrer, troisième voiture, quatrième voiture. À la cinquième voiture, on verra la sortie s'activer. La sortie va être reprise ici pour dire parking complet et fermer la barrière. Et parallèlement, le timer va être lancé et après 10 secondes, on va fermer ici. Je fais entrer la voiture numéro 5. La sortie s'active, elle vient me fermer la barrière. Et là, je vois le compteur qui commence à compter. 7 secondes, 8, 9 et 10. Voilà. Pardon. La lampe signalisation parking complet est activée. Ok, une voiture ressort. Maintenant, je vais regarder ce qui se passe plus bas avec mon mode maintenance qui est ici. Je vois qu'il y a le clignotant qui est activé en permanence. Si je passe en mode maintenance maintenant, clac, on vient faire clignoter notre lampe et on ferme la barrière. Voilà pour la démonstration. Revenons maintenant à la présentation. Bien, j'espère que j'aurai suscité votre intérêt avec cette présentation. Si c'est le cas, vous serez certainement intéressé à commencer par vous-même des tests. Et pour cela, Electromatériel propose des kits de démarrage. Un kit de démarrage, c'est un ensemble de produits avec tout d'abord une CPU 1211C alimentée en 230 volts avec sortie relais, l'outil de programmation qui va avec, et selon le type de kit que vous choisissez, vous aurez en plus un écran tactile, 4 pouces ou 7 pouces, ou bien une alimentation 230 volts, 24 volts, ou les deux. Également possible de commander séparément l'outil de programmation. Et puis la carte mémoire d'extension, vous pouvez également la commander, c'est une carte 4 mégas.
Voilà une vue de ce à quoi ressemblent ces kits de démarrage. Donc la CPU avec l'outil de programmation. Là, on voit un simulateur d'entrée qui vient se visser sur le connecteur. Et puis, selon le choix que vous aurez fait, une alimentation, un écran ou les deux, et le tout dans un joli coffret en plastique. Voilà, vous aurez acheté votre kit, vous voudrez commencer votre programmation, vous aurez certainement un certain nombre de questions qui vous viendront à l'esprit, vous voudrez trouver des informations. Pour cela, je vous ai mis des liens utiles sur cette page. Tout d'abord, le guide de prise en main de l'automate. Vous trouverez aussi les manuels système. Vous trouverez des exemples d'applications pour le 7200 et le logo, catalogue des produits et quelque chose d'intéressant aussi. Vous pouvez vous abonner à des newsletters. Donc les newsletters, vous recevrez régulièrement quand il y a des nouveautés, des informations sur ce qui est nouveau dans la catégorie de produits que vous aurez choisi. Ce slide clôt ma présentation. J'espère que je serai parvenu à susciter votre intérêt et à vous donner une vue d'ensemble complète de l'environnement du S7200. Vous aurez peut-être eu des questions qui vous seront venues à l'esprit pendant cette présentation. Si c'est le cas, on a peut-être encore un petit moment pour y répondre. Alors, matériel spécial, vous aurez besoin en fait, oui, d'une CPU. Vous devez choisir une CPU, un modèle Safety, c'est clair. Et puis, vous devez ajouter une extension au programme. Ça s'appelle le Safety Basic. C'est un outil supplémentaire qui vous permettra, qui s'intègre à l'outil de programmation, puis qui permettra de programmer la partie Safety de votre application. Donc, vous avez besoin de ces deux choses. Mais à part ça, vous aurez un seul système, un seul outil de programmation, un seul système de communication pour la partie standard et la partie safety. Vous vous économisez comme ça un équipement supplémentaire pour le safety. Merci pour la réponse. Je continue avec la deuxième question. Est-ce que le S7 peut être monté verticalement? Je pense au cas que la barre électrique n'est pas assez large. Oui, c'est vrai qu'on arrive assez vite on peut arriver à une grande configuration. Alors, on peut le monter verticalement, il n'y a pas de problème, mais on doit faire attention à une chose, c'est qu'il est conçu pour que la convection, enfin le refroidissement se fasse par convection naturelle. Et si vous le mettez verticalement, le refroidissement sera moins bon. Donc, je crois qu'il va jusqu'à 60 degrés. Dans l'armoire, vous ne pourrez pas avoir une armoire qui va à plus de 50 dans ce cas-là. Donc, il faut tenir compte de ce point. Mais maintenant, je pense à autre chose. Si la composition est trop longue, vous avez la possibilité de la couper en deux. Vous pouvez mettre sur la partie supérieure l'automate avec un ou deux modules, et puis la partie inférieure, vous pouvez mettre le reste de la composition. On a le droit de le faire une fois, de couper en deux une fois, et pour ceci, on a un câble spécial qui vient prolonger le bus interne de notre automate. Donc voilà, deux possibilités, soit verticale, soit horizontale, coupée en deux, avec un câble de liaison. Alors non, la liste d'instructions, on ne l'a pas choisi parce que c'est un automate pour la micro-automation qui s'adresse à un public qui a l'habitude des schémas contacts et des blocs de fonctions plutôt. Donc on n'a pas mis ce langage de programmation. Par contre, pour ceux qui veulent quelque chose faire une programmation plus complète, plus complexe, qui veulent créer des boucles de calcul, qui veulent faire des conditions, des sauts plus facilement, on a un troisième langage de programmation qui est disponible, c'est le texte structuré, le langage textuel. Autre question. Pourquoi une carte mémoire de Siemens n'est pas un produit régulaire? Ouais, alors là, on est dans le monde industriel, et puis les cartes du commerce, elles n'ont pas été testées pour autant de cycles d'écriture, donc l'effacement de la carte et l'écriture, d'une part. Question de tenue aux températures, peut-être aussi. Et nous, on garantit que ces cartes sont disponibles aussi un certain nombre d'années. Ce qu'on n'aura pas. Elles ont été testées pour nos automates. On sait qu'elles vont fonctionner au milieu industriel. Voilà pourquoi on préconise ces cartes.
Et en fait, les autres cartes n'ont pas été validées pour. Voilà. Mhm. Très bien, ça ce sont toutes les questions qui sont arrivées jusqu'au moment. Merci beaucoup, je retourne à toi, Hébert. Merci beaucoup, Michel. Mon microphone. Maintenant, je suis là. Hein. Merci, Michel. Hein. Oui, merci beaucoup. C'est une très bonne présentation. Hein. Je notais en mon feuille, c'est un SPS très, très complet. Commence à logo et vient tout de suite à 100, 15, 100. Ça, c'est super, super joli, je crois. Ça, c'est une plus pour vous, chers clients, chers partenaires. Et le best, c'est le Starter Kit, c'est dans notre webshop. Commence avec ça. Si vous pouvez peut-être faire une cadeau anniversaire et cadeau Noël, pas anniversaire, cadeau Noël pour vous, et commence avec la programmable. C'est aussi possible pour vous, chers employés, cher mon team, tu veux commencer avec cette contrôle, allez-y, hein? Start le programme. OK, merci beaucoup. Je suis sûr, ça c'est une très très bonne référente, super question. Merci Roland et merci pour le team René et Marc pour cet dernier webinaire de 2023. C'est une super jolie présentation, toujours cet webinaire, et avec une partenaire comme Siemens, très très professionnel, c'est toujours le best. Merci beaucoup pour vous, chers clients. Bonne fête de Noël et un bon novembre. À bientôt. Hein. Au revoir. Merci. Au revoir.